Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire Comprendre et anticiper les tarifs douaniers aux États-Unis. Mon nom est Bruno Gravel, vice-président du développement des affaires chez Access International et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ce 28 mars. Avant de débuter, je voudrais préciser que ce webinaire portera uniquement sur les importations faites aux États-Unis. Nous aurons un autre webinaire spécifiquement axé sur les importations au Canada qui aura lieu le 31 mars prochain. Je vous invite à vous y inscrire. Nous allons partager dans la boîte de discussion le lien pour compléter votre inscription au séminaire canadien si ce n'est pas déjà fait. Prenez note également que les webinaires sont enregistrés et sont disponibles sur notre chaîne YouTube Access International Inc. Je suis accompagné aujourd'hui du PDG d'Access International, M. Pierre-Marc Gervais, et également d'Abdoul Dabouz, qui est coordonnateur au développement des affaires chez nous, qui nous aidera pour la période de questions à la fin de l'atelier. Je dois aussi souligner que cette année, nous sommes très fiers de fêter nos 20 ans chez Access International. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Parlons maintenant du plan de présentation. Aujourd'hui, nous allons surtout parler des tarifs douaniers, plus spécifiquement des tarifs douaniers américains. On va parler du rôle de l'importateur. On va regarder l'importance d'avoir une bonne documentation. On va avoir un sujet également sur les méthodes de paiement des droits. Et par la suite, on va parler de cautionnement avant de prendre les questions les plus fréquentes qu'on a reçues au cours des dernières semaines, mais également, on va ouvrir le Q&A que vous avez au haut de votre écran ou un Q&R, tout dépendant de si votre Teams est en anglais ou en français. Et vous allez pouvoir poser des questions. Donc, il y a énormément de personnes. Aujourd'hui, on est près de 400 sur l'appel. Donc, on va essayer de répondre au maximum de questions possibles. Pierre-Marc, commençons en expliquant un peu c'est quoi un tarif douanier. Certainement, Bruno. Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup d'être ici. Là, vous êtes très, très nombreux sur la ligne. Là, on continue à avoir du monde qui se joint à nous. Donc, on va vous expliquer ce que c'est un tarif douanier ou un droit de douane. Ce que c'est, dans le fond, c'est une taxe qui est imposée par le gouvernement d'un pays quand un produit est importé dans ce pays-là. Comment s'appliquent les tarifs? Bien, de façon simplifiée, cette taxe-là peut être calculée soit comme un pourcentage de la valeur du produit, ce qu'on appelle ad valorem, ou soit comme un montant fixe sur une quantité, c'est ce qu'on appelle un tarif spécifique, ou comme une combinaison des deux, donc un tarif qui est mixte. L'autre question qu'on regarde aussi, c'est qui paie les tarifs? C'est l'importateur qui va payer les tarifs. Puis à la fin, il peut décider ou non de le refiler à ses clients jusqu'au client final. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que les tarifs vont varier selon le type de produit, le pays d'origine et aussi les accords commerciaux, comme ceux de libre-échange. Puis il existe des cas particuliers qui permettent d'éviter les tarifs. Justement, comment décrirais-tu la situation dans laquelle on se trouve présentement là, avec la guerre commerciale qui est en cours? Oui, je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ce qu'on a fait pour vous, c'est qu'on a monté un tableau pour vous montrer ce qui est en vigueur en ce moment. Dans les encadrés, ce sont les tarifs qui sont en vigueur pour les importations vers les États-Unis de ce qui provient du Canada, parce que c'est la majorité des tarifs là, qui nous concernent ici au pays. Il y a aussi des tarifs sur les produits chinois qui ne sont pas dans le tableau, mais je vais quand même les expliquer par après. Donc, ce qui est en vigueur quand vous importez aux États-Unis des produits dont le pays d'origine est le Canada, c'est ce qui suit. Tout d'abord, ce sont tous les produits qui ne sont pas éligibles selon l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le fameux accord ASEUM ou CUSMA en anglais, USMCA, c'est le même nom pour la même chose. Donc, les produits qui ne sont pas éligibles à l'accord, quand ils rentrent aux États-Unis et ils proviennent du Canada, ils sont frappés de tarifs de 25 à l'exception des produits de l'énergie. On pense au pétrole, au gaz naturel, à l'uranium, ainsi que les produits de la potasse qui ne sont pas ASEUM. Là, c'est à 10 Ce qui est aussi en vigueur, c'est, juste revenir là-dessus sur l'ASEUM. Donc, en date du 28 mars, en date d'aujourd'hui, les produits qui sont éligibles à l'accord de libre-échange à l'ASEUM
peuvent entrer aux États-Unis sans droit supplémentaire. Donc, l'accord de libre-échange tient toujours quand vous avez un certificat d'origine qui est en place. À ces tarifs-là, spécifiques pour le Canada, il faut ajouter la surtaxe de 25 sur l'acier, l'aluminium, ainsi que les produits dérivés. Et ça s'applique à tous les pays. Donc, le 25 sur l'acier, aluminium, produits dérivés, ce n'est pas juste le Canada, c'est tous les pays et c'est une surtaxe. Ici, je vais prendre une petite pause là, pour que ça soit clair que c'est vraiment des surtaxes donc, qui s'ajoutent à tout. Si je donne un exemple d'un produit de l'acier qui vient du Canada et qui est non éligible à l'ACEUM, qui entre aux États-Unis, il y a le 25 pour le Canada non ACEUM, auquel on ajoute le 25 de l'acier. Donc, on parle d'une surtaxe totale de 50 Et ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est l'origine du produit qui est prise en considération et non pas le lieu d'expédition du produit. C'est important de bien documenter toutes vos importations aux États-Unis, puis on va en discuter plus tard. J'ai dit que je parlerais de la Chine, des produits de la Chine ou de Hong Kong. Il y a une surtaxe en ce moment qui existe, qui est de 20 Et encore une fois, ici là-dessus, c'est une surtaxe qui s'ajoute sur tous les produits qui viennent de ce pays. Encore une fois, donc j'explique, cette surtaxe-là est en plus de ce qui s'applique déjà. Si, par exemple, vous aviez un produit d'origine chinoise qui avait déjà un tarif de 7,5 bien, le total des droits à payer là-dessus est maintenant de 27,5, donc 7,5 plus 20, lorsque le produit a comme pays d'origine la Chine ou Hong Kong. Puis si en plus, tu as un produit qui avait de l'acier et de l'aluminium, bien là, ça peut monter jusqu'à 52,5 Donc, le 25, le 20, le 7,5, tout ça s'additionne quand ça entre vers les États-Unis. Ce qui est nouveau, ce qui a été annoncé cette semaine, ce sont les tarifs sur les automobiles qui sont les automobiles complètes qui sont importées aux États-Unis, donc qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Ce qui a été annoncé, ce sont des tarifs de 25 On attend encore des détails. On sait qu'il y a beaucoup de tractations là-dessus. Est-ce que ça va entrer en vigueur ou pas? Ce que vous devez retenir en date d'aujourd'hui, c'est que ça a été annoncé. Et il va y avoir aussi des tarifs possiblement sur les pièces automobiles liées à ça. Et ça sera à compter du 3 avril que ça entrera en vigueur là, officiellement. Ce qu'on va regarder aussi, c'est la date du 2 avril. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette date-là pour ce qu'ils appellent les tarifs réciproques. En ce moment, on n'en sait pas plus, mais il pourrait s'agir de tarifs plus ou moins importants sur certains produits, certains secteurs ou un ensemble de secteurs. Puis on attend aussi beaucoup de bruit sur d'autres choses. On parle du bois d'œuvre, on parle du cuivre, on parle des semi-conducteurs. Là-dessus aussi, c'est des choses qu'on entend, mais il n'y a aucune confirmation en ce moment. Ce que vous devez retenir de votre côté, c'est que c'est très, très, très important pour vous de bien vous préparer à tout ce qui pourrait arriver. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire-là, pour vous donner des outils pour vous aider à bien vous préparer. Donc, Bruno, j'aimerais ça que tu nous parles de quelques constats qu'on a fait avec cette première vague de tarifs-là, ce qu'on a remarqué là, avec nos clients. Certainement. La prochaine chose qui est importante de savoir, c'est que le tarif, lui, il est calculé quand le produit entre aux États-Unis. Ce n'est pas quand l'importateur envoie ses documents au courtier ou que la relâche est acceptée. Dans le contexte où tout change rapidement, c'est important de bien le comprendre. C'est quand la marchandise franchit la frontière. On a eu des situations où l'importateur pensait que le camion traverserait le 3 mars, mais en réalité, il a traversé le 4. Donc, il faut se rappeler qu'entre le 4 et le 6 mars, tous les produits du Canada, même quand ils sont éligibles à la CEUM, étaient visés par un tarif de 25 Donc, en conclusion, l'importateur a dû payer 25 sur cette transaction-là. C'est pour ça qu'on vous suggère grandement d'avoir des communications claires avec vos transporteurs afin de savoir quand la marchandise va bouger. Donc, vous avez un contrôle là-dessus. Avec la date du 2 avril qui s'en vient rapidement, bien, la prudence va être de mise. Si, encore une fois, il va y avoir une période de quelques jours, quelques semaines, il faut s'assurer que la marchandise que vous avez envoyée pour qu'elle passe avant le 2 avril passe bien avant le 2 avril. Du côté de l'acier et de l'aluminium, les règles sont pas mal plus complexes. On ne va pas le détailler ici là, parce que je pense que ça prendrait un webinaire complet, mais on vous invite à aller sur notre site web dans la section guide pratique. Là, vous allez retrouver les principaux informations à connaître.
Prenez le temps de bien vous informer parce que ça peut représenter beaucoup d'argent. Si le 25 par exemple, est calculé sur la valeur complète du produit ou s'il est uniquement calculé sur la portion en acier ou en aluminium. Également, de la même façon, si vous utilisez de l'acier américain, fort probablement qui ne sera pas facturé étant donné que c'est un acier américain. Donc, de là l'importance de bien connaître l'origine. Finalement, du côté américain, on ne prévoit pas de possibilité de drawback, donc de remboursement si des entreprises ont payé le 25 sur les tarifs et il n'y a pas d'exclusion présentement non plus sur les tarifs qui sont actuellement en place. Donc ça va changer un peu la stratégie d'importation parce qu'il faut bien faire les choses du premier coup et pas dire ah, j'aurais dû par la suite plus détailler ma facture. Donc, on vous suggère d'être très prudent là, parce qu'il y a des petits pièges là-dedans qu'il faut vérifier. Pierre-Marc, de l'autre côté, là, on constate, nous, qu'il y a une grosse confusion quant à savoir qui est l'importateur officiel de la marchandise aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous partager quelques constats là-dessus? Bruno, c'est un excellent point que tu amènes. Effectivement, il y a de la confusion parfois entre l'importateur, l'acheteur, le transporteur et l'exportateur. Mais le plus important, c'est de comprendre qui est l'importateur parce que dans son rôle, c'est lui qui a le plus de responsabilités, entre autres le paiement des droits et des taxes. C'est lui qui doit respecter les formalités douanières et aussi avoir un cautionnement suffisant avec la douane. L'importateur officiel, grosso modo, c'est lui qui est indiqué dans les documents des douanes américaines comme le responsable de l'importation. C'est lui qui doit rassembler et produire tous les documents nécessaires à l'importation. Je crois que la confusion vient du fait qu'au Canada, on a beaucoup d'entreprises canadiennes qui sont à la fois exportateurs au Canada et importateurs aux États-Unis. Ça, c'est normal parce que les entreprises canadiennes veulent offrir un service clé en main à l'acheteur américain. Le vendeur canadien devient aussi plus habitué parce qu'il exporte plusieurs fois par année, alors que l'acheteur américain souvent va peut-être importer seulement une fois ou deux. Donc, quand le vendeur canadien, qui est aussi l'exportateur, prend en charge les formalités douanières aux États-Unis, c'est lui qui devient à ce moment-là l'importateur officiel. Dans les documents américains, vous allez retrouver sous le nom de Importer of Record. Et ça n'a pas besoin d'être une entreprise américaine. Il devient alors ce qu'on appelle un importateur non résident. C'est fréquent et c'est tout à fait légal. Mais cette entreprise-là qui agit comme importateur officiel, elle doit être consciente qu'elle a la responsabilité finale dans tout ce qui touche l'importation. Le courtier en douane est là pour l'accompagner et le représenter, mais il ne remplace pas l'importateur. Finalement, une question qu'on reçoit souvent en lien avec ça, c'est si le consignataire aux États-Unis peut payer les frais de douane directement à la douane. Le consignataire, dans le fond, c'est lui qui va recevoir votre marchandise, mais ce n'est pas nécessairement lui qui agit comme importateur. La réponse à cette question-là, c'est non. Le consignataire, si ce n'est pas lui l'importateur, il ne va pas payer les frais de douane directement à la douane américaine. C'est toujours l'importateur officiel qui est responsable du dédouanement et donc du paiement des droits à la douane. Rien ensuite va empêcher l'importateur de refacturer les frais de douane au consignataire si on s'est entendu avec ce dernier à cet effet-là. J'espère, Bruno et chers auditeurs, que ces distinctions vont aider à comprendre que l'importateur n'est pas toujours l'acheteur et que c'est l'importateur qui est responsable aux yeux de la douane. Puis justement, Bruno, je sais que tu travailles avec beaucoup de nos clients importateurs, toi et ton équipe, puis vous les aidez, vous les accompagnez pour établir une bonne documentation dans le but de faciliter les importations. Peux-tu expliquer à nos auditeurs pourquoi c'est important d'avoir une bonne documentation et qu'est-ce que ça prend? Oui, merci Pierre-Marc. Une bonne documentation, c'est essentiel pour bien calculer les droits de douane. Il faut connaître la classification, la description du produit, l'origine, la valeur de la marchandise et les exceptions, et en plus, savoir s'il y a des accords commerciaux qui s'appliquent. Si on prend l'exemple de l'acier que tu as donné tout à l'heure, Pierre-Marc, dans ce cas-là, l'exemple est frappant, là, où la connaissance des différents éléments est très importante au niveau de l'origine surtout et de la description des marchandises. Avoir une bonne documentation, ça évite les retards de dédouanement. Par exemple, si vous avez besoin de permis particuliers pour franchir la frontière, ben, ça doit être présent au moment du dédouanement. Sinon, le dédouanement sera retardé ou il n'aura pas lieu. Également, une documentation non conforme,
Ça implique également des risques d'amende ou de pénalité par les douanes et pourrait même mener jusqu'à l'interdiction complète d'importer les produits aux États-Unis. Si jamais vous êtes enquêté par les douanes américaines, vous devez également avoir un bon archivage de vos documents, de vos expéditions que vous avez faites dans le passé, afin de les retrouver rapidement et de bâtir un dossier. Votre documentation doit être conservée 5 ans plus l'année courante. Je vais me permettre d'insister sur certains points qui sont très importants concernant la documentation. C'est très important de bien identifier sur votre facture commerciale ou le proforma qui est l'importateur officiel. Donc, comme Pierre-Marc mentionnait, l'importer of record. Vous devez aussi indiquer clairement qui est le courtier en douane, préférablement Access International. Donc, ça évite de la confusion et des délais dans le dédouanement et des erreurs futures. Sur vos factures, il est important également d'indiquer si le certificat ACUM est applicable ou non, soit pour certains produits ou pour l'ensemble des produits. Donc, une petite mention sur votre facture, c'est applicable pour l'ACUM ou non applicable. Parlant justement de certification d'origine, je vais vous donner ici un petit exemple d'un document qui est très utile, c'est le certificat d'origine. Le certificat d'origine, lui, avant d'en parler, je veux juste faire un petit retour sur l'ALENA, pardon. Tout d'abord, j'aimerais, c'est l'accord qui s'appelle ACUM, CUSMA ou USMCA, et certains même l'appellent l'ALENA 2.0. Donc, vous voyez trois appellations différentes, trois appellations pour, si on se situe au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, l'accord porte des noms différents. Donc, cet accord-là est en place depuis 2020, juillet 2020, et c'est pour une durée de 16 ans, avec un examen conjoint qui va avoir lieu tous les 6 ans. Donc, le prochain examen est dû pour 2026. Je crois que ça pourrait peut-être venir plus rapidement, là, mais présentement, c'est 2026 qu'on regarde. Tout pays peut se retirer de l'accord en donnant un préavis minimum de 6 mois aux 2 autres pays. Le certificat d'origine, c'est l'exportateur qui en est responsable pour valider si les marchandises se qualifient ou non sous l'accord. Sur notre site web, dans la section client, vous allez retrouver des modèles de certificats. Il y a des modèles qui peuvent servir pour faire un certificat d'origine annuel, donc du 1er janvier au 31 décembre. Vous mettez la liste complète de vos produits. Sinon, vous pouvez le faire pour chacune des expéditions. L'exportateur, qui est souvent également l'importateur de record américain, va fournir le certificat d'origine et ça va permettre de faire des entrées sans avoir à payer de droits, qu'on appelle communément des duty-free entry. En parlant de droits à payer, Pierre-Marc, peux-tu expliquer comment on peut payer maintenant les droits aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, l'importateur a l'option de payer directement les droits de douane au Customs and Border Protection, le USCBP. Pour faire cela, l'importateur doit s'inscrire à ce qu'on appelle le Automated Clearing House ou ACH. On a fait des webinaires chez Access en français et en anglais ainsi que des guides qui vous expliquent comment vous inscrire. C'est vraiment pour nous la méthode à privilégier puisque ça vous permet de prendre en charge les paiements, peu importe ce qui va arriver dans le futur, donc tarif ou pas, que ce soit 5 ou 25 ça va vous protéger parce que c'est vous qui devenez responsable de faire le paiement directement, puis ça évite d'avoir des intermédiaires. Ce qu'on vous suggère, c'est que quand vous vous inscrivez à l'ACH, vous avez 2 options. Vous avez le ACH débit ou le ACH crédit. Le ACH débit, c'est ce qu'on va vous recommander. Ce que ça fait, c'est que le CBP, donc les douanes américaines, va venir prélever directement dans votre compte bancaire les sommes qui sont dues. Comme ça, vous allez vous assurer de toujours verser le bon montant et vous n'allez jamais être en retard dans vos paiements. Assurez-vous toutefois d'avoir les fonds disponibles dans le compte qui a été mis pour votre ACH débit. L'ACH crédit, la différence, c'est que c'est vous qui devez initier le paiement. Vous devez donc vous assurer de payer les bons montants et à temps. Si jamais vous ratez un paiement ou vous ne le payez pas en entier, vous vous exposez à des pénalités de plusieurs milliers de dollars qui pourraient vous être imposées. L'autre avantage de l'ACH, c'est que ça vous permet de vous inscrire au Periodic Monthly Statement ou le PMS. Le PMS, ce que ça permet de faire, c'est de payer les transactions d'un mois courant seulement le 15e jour ouvrable du mois suivant. Puis tantôt, on va donner un exemple, vous montrer le délai de paiement que ça vous donne. C'est très, très, très intéressant pour reporter dans le temps le paiement des droits. Ça vous offre donc de la flexibilité financière.
Et l'autre chose, quand vous devenez responsable de payer vos droits et taxes, c'est de vous inscrire au portail ACE. Le portail ACE, ça vous donne accès tout à fait gratuitement à des rapports pour concilier vos importations et vos factures. En résumé, donc la méthode qu'on suggère si vous êtes importateur aux États-Unis, c'est de faire votre inscription ACH et ACE. Vous pouvez faire ces deux-là en même temps. Quand vous avez obtenu votre confirmation ACH, vous vous inscrivez au PMS. Comptez à peu près 2 à 3 semaines pour tout compléter ces transactions, ces opérations-là, vos inscriptions. Et je vous rappelle, visionnez nos webinaires et allez sur notre site Internet pour consulter les guides. On détaille vraiment les étapes à suivre pour faire ça. La méthode alternative, c'est votre courtier en douane qui paie en votre nom et ensuite, vous payez votre courtier en douane pour les droits et les taxes là, qui s'appliquent à l'importation. Ça, c'était la méthode la plus courante avant les tarifs qu'on vit en ce moment. Parce qu'avec les tarifs qui sont là, le crédit que vous accordez à un courtier en douane est souvent insuffisant ou devient rempli très, très, très rapidement avec quelques transactions. Ce qui arrive, donc, c'est que les courtiers en douane vont donc exiger soit un, que vous payez en avance les transactions, ou deux, vont exiger des dépôts de sécurité en fonction d'une estimation des droits. Ça devient plus complexe pour tout le monde, mais c'est devenu une nécessité avec des tarifs aussi élevés qu'on voit en ce moment. Et justement, Bruno, oui, on tombe là-dessus. Donc, on va essayer de mettre tout ça ensemble pour vous donner un exemple, vous montrer qu'est-ce que ça peut représenter. Je prends l'exemple d'un sac de couchage ici, qui est d'origine Canada. Vous avez la classification HS qu'on met ici. Puis on va le faire avec les dates pour montrer pourquoi les dates c'est important, pourquoi les accords sont importants, pourquoi le PMS c'est important, les avantages dans tout ça. Si on monte au 3 mars, 3 mars à ce moment-là, c'était la situation qu'on connaissait normalement. Votre produit, votre sac de couchage, il est certifié Origine Canada, mais selon l'ACEUM, vous êtes à 0 de droit. S'il n'y avait pas la certification ACEUM, c'était 4,7 de droit. C'est correct qu'il y en a, mais ce n'est pas si élevé. En date du 5 mars, là, il y avait des droits de douane de 25 sur tout ce qui venait du Canada, là, sans exception, même si c'était ACEUM. Donc, si votre camion a traversé la date du 5 mars, et c'est vraiment la date d'entrée qui compte pour les États-Unis, pas la date d'expédition, c'est la date d'entrée, qui était ACEUM, c'était 25 qui est non ACEUM, on ajoutait le 25 au 4,7, donc 29,7 En date du 8 mars, là, il y a eu un assouplissement, donc les produits qui sont ACEUM ne sont plus soumis à des droits. En date du 8 mars, on retombait à 0 mais si c'était non ACEUM, on restait à 29,7. Puis à gauche de votre écran, là, vous voyez, si votre expédition avait une valeur en douane de 40 000 les droits là, vont de 0 à 11 880 Donc, il y a des impacts importants si, un, vous avez la certification, deux, selon la date à laquelle vous traversez. Donc, on est très, très, très conscient de ça. Il faut être vigilant là-dessus. Puis, ce qui est payable par l'importateur, si vous n'avez pas le Periodic Monthly Statement, vous avez grosso modo 10 jours ouvrables pour payer les droits. Si vous avez le Periodic Monthly Statement, en tous les cas, vous auriez payé seulement le 15e jour ouvrable du mois suivant. Donc, avec votre PMS, le 10e jour ouvrable, vous recevez votre état de compte. Vous avez jusqu'au 15e jour pour le payer. Puis, dans le cas du mois d'avril, le 15e jour ouvrable, c'est le 21 avril. Donc, supposons que votre camion a traversé le 3 mars, vous aviez payé vous aviez 4,7 mais vous aviez jusqu'au 21 avril pour le payer. Donc, ce qui est des termes de crédit très intéressants à utiliser. Donc, j'espère que cet exemple-là aide à mettre ensemble là, les différents morceaux là, de ce qu'on vous présente aujourd'hui. Puis Bruno, un autre impact des nouveaux tarifs qu'on voit, c'est le cautionnement, donc le bond des importateurs aux États-Unis. On remarque qu'il pourrait devenir rapidement insuffisant à cause justement de ces tarifs-là. Peux-tu nous en dire un peu plus là, sur le cautionnement? Oui, je pense que tout d'abord, c'est important de mentionner qu'il est obligatoire d'avoir un cautionnement, un bond, pour toute entrée d'une valeur supérieure à 2 500 $ américains. Donc, s'il n'y a pas de cautionnement, ça peut retarder l'entrée de la marchandise, ça peut entraîner des pénalités et même une confiscation des biens. Il existe deux types de cautionnement. Le premier, on l'appelle un single entry bond, donc c'est un bond qui va couvrir une entrée, un bond à la fois. Et l'autre, c'est le continuous bond. Lui, normalement, il est sur une période de 12 mois. La plupart des importateurs, eux autres, vont opter pour le continuous bond. Dès que tu as un certain volume d'importation aux États-Unis, le continuous bond devient beaucoup plus avantageux financièrement. Ce cautionnement doit être d'un minimum de 50 000 $ US.
il doit représenter au minimum 10% des droits et taxes et des frais que l'importateur a payés au cours des 12 derniers mois. Et dans le cas d'un nouvel importateur, on va faire des projections pour les 12 prochains mois. Donc, dans ce contexte, si on regarde au niveau des droits, le montant d'une garantie actuelle avec l'implantation de nouveaux tarifs pourrait devenir très insuffisant rapidement. Si c'est le cas, vous allez recevoir un avis des douanes et vous aurez 30 jours pour vous conformer, donc augmenter la couverture du cautionnement. Donc, on vous suggère de prendre les devants, surtout si votre cautionnement est dû bientôt ou si vos projections des 12 prochains mois, vous prévoyez que la couverture 50 000 minimum ne pourra pas couvrir les expéditions. Donc, on prend les devants, on demande d'augmenter la valeur du bond. Pierre-Marc, un dernier point qu'on aimerait discuter avant de passer à la période de questions. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est important d'utiliser un courtier en douane? Certainement, Bruno, puis ça me permet de faire du lien sur ce que tu as dit pour le cautionnement. Quand vous faites affaire avec un courtier en douane, entre autres Access International, bien, nous, on vérifie toujours avant de faire une entrée si vous avez un cautionnement valide. Donc, on vient vous enlever cette responsabilité-là. Ce qu'on fait aussi, je sais que je vais prêcher pour ma paroisse, mais le courtier en douane va jouer un rôle extrêmement stratégique auprès des importateurs. Puis c'est encore plus vrai, selon moi, là, dans le contexte actuel où les tarifs changent sans cesse, où on impose de plus en plus de responsabilités sur les épaules des importateurs. Je parlais justement avec mes équipes, puis il y a plus de vérifications qui sont faites par les douanes américaines qui en faisaient précédemment. Donc, c'est important d'être bien accompagné là-dedans. Puis aussi, chaque petit détail va nous permettre d'optimiser les coûts, les délais et la conformité. Votre courtier en douane, bien, il détient une expertise pointue au niveau des lois et des règlements, dans la gestion et la préparation des documents et aussi pour vous représenter auprès des autorités douanières. Donc, oui, vous pouvez en faire beaucoup vous-même comme importateur, mais je crois que c'est toujours mieux d'être accompagné par des experts et c'est ce qu'on vous offre chez Access. Donc, on est maintenant rendu à la période des questions. Pendant que vous préparez les vôtres, nous, on a recensé les questions les plus fréquentes qu'on a reçues au cours des dernières semaines. Donc, Abdul, je t'invite à te joindre à nous. Je vais poser les questions ici et par la suite, on va prendre les questions de l'audience. En passant, juste mentionner tous les participants au webinaire de ce matin, vous allez recevoir une copie de la présentation. Donc, première question, comment on détermine si mon produit est concerné par les nouveaux tarifs? La meilleure façon, c'est de regarder la classification douanière, donc le code SH ou HS pour Harmonized System. C'est ce qui va définir les droits applicables. Un courtier en douane ou un expert en commerce international peut vous assister pour vérifier cette information. Il y a aussi des outils en ligne qui existent comme le Tariff Finder qui peuvent vous aider, mais c'est toujours mieux de confirmer avec un expert parce que souvent il y a des nuances importantes à connaître et qui permettent de changer des fois de catégorie et donc de taux tarifaire. Donc, le tarif de 25 là, s'applique à tous les pays ou seulement certains pays? Bon, là, on est en date du 28 avril 2025, Bruno. Le tarif de 25 qui a été annoncé, c'est sur les produits qui ne sont pas éligibles à l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, ça frappe les produits canadiens et mexicains qui entrent aux États-Unis et qui ne sont pas éligibles selon l'accord, à l'exception de l'énergie et de la potasse canadienne qui lui est à 10 là-dessus. Puis il y a le 25 aussi sur l'acier et l'aluminium et les produits dérivés, et ça, c'est pour tous les pays. Il y a des tarifs spécifiques pour la Chine qu'on a présentés tantôt, mais le 25 là, c'est là-dessus et ce sont des surtaxes qui s'additionnent. Question fréquente qu'on reçoit énormément, là, qui doit régler les droits de douane? Donc, j'espère qu'on a été clair là-dessus. C'est l'importateur officiel aux États-Unis qui est responsable. Ça peut être soit votre entreprise, soit votre client. C'est en fonction des Incoterms 2020 que vous avez sélectionnés qui va déterminer à qui revient la responsabilité d'agir comme importateur et donc de payer les droits et les taxes, là. Est-ce qu'il existe des façons... Oh, pardon. Est-ce que les tarifs sont-ils définitifs ou temporaires? En date d'aujourd'hui, dans les registres américains, donc dans le registre fédéral, dans les ordres exécutifs, les documents de la douane, il n'y a aucune date de fin qui a été spécifiée. On sait que ça change rapidement. On dit qu'on est dans un environnement fluide en ce moment. Est-ce que ça pourrait être différent la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois? C'est fort possible, mais malheureusement, je n'ai pas la boule de cristal qui me permet de savoir ça.
Est-ce qu'il y a des programmes ou des régimes qui permettent de contourner pour récupérer les taxes? Pour ce qui entre aux États-Unis, non. En ce moment, il n'y a pas de drawback, par exemple. Si vous assistez à notre webinaire de lundi prochain sur le Canada, vous allez voir qu'il y a des différences importantes, mais pour les États-Unis, le drawback là, ne le permet pas. C'est quoi les conséquences en cas d'erreur dans une déclaration douanière? Donc, ça dépend de la sévérité de l'erreur et de la fréquence de celle-ci, mais ça peut être des pénalités. Aux États-Unis, entre autres, la date de liquidation, généralement d'une entrée, on parle de 314 jours plus tard où on peut revenir. Là. Donc, les pénalités, des droits additionnels, ça a été mal déclaré, des avis de non-conformité et ça pourrait mener jusqu'à votre suspension ou même votre retrait du droit d'importer en territoire américain. Il y a des façons de réduire l'impact des tarifs. Dans ce qu'on a vu pour les États-Unis, de un, oui, c'est d'analyser l'origine des produits, donc s'assurer que ça soit bien déclaré. Comme on l'a dit, le 25 ça vise le Canada, mais si votre produit, il transite juste par la Canada, puis ce n'est pas un produit d'origine canadienne, c'est un produit d'origine française ou allemande, par exemple, bien, les tarifs ne seront pas les mêmes. Donc, c'est important de bien connaître l'origine. D'optimiser la chaîne d'approvisionnement, des fois d'expédier des pièces plutôt qu'un produit fini, puis de finir l'assemblage de l'autre côté, bien, ça peut réduire la valeur en douane. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder dans certains cas. Et finalement, discuter les incoterms et les responsabilités douanières avec les partenaires. Donc, voir comment est-ce qu'on se partage ça, les tarifs. Vous n'êtes pas obligé de les absorber à 100 ça fait partie des discussions, des négociations, des contrats que vous allez avoir là, avec vos acheteurs aux États-Unis. Dans ces contrats-là, par exemple, vous pouvez prévoir des clauses d'escalation de prix là, si jamais il y a des nouveaux tarifs qui s'ajoutent là, pour ne pas vous lier les mains et les pieds en ce moment. Avec la date du 2 avril qui s'en vient rapidement, là, comment on devrait se préparer? Bien, vous avez déjà fait un excellent choix en étant ici à ce webinaire aujourd'hui, mais ce que vous pouvez faire de plus, c'est vous abonner à notre infolettre, suivre notre compte LinkedIn de Access. Comme ceci, on va pouvoir vous tenir informé rapidement. On vous suggère aussi de communiquer activement avec vos transporteurs pour éviter les mauvaises surprises, comme on a vu au début du mois de mars. Donc, peut-être être plus prudent, puis suspendre les transports de marchandises là, à cette date-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quelle date ça va entrer en vigueur. Donc, peut-être communiquer pour dire, oups, si jamais il y a des nouvelles qui arrivent, mais je ne veux pas que tu traverses telle ou telle date. Puis encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est la date d'entrée. Ce n'est pas la date de ramassage à votre commerce, ce n'est pas la date que vous envoyez les documents à votre courtier, c'est vraiment la date que le camion traverse. Puis s'il est prêt à la frontière à 11h59, puis il traverse à minuit et 5, bien, il a traversé à minuit et 5 le lendemain. Donc, il faut en être conscient là-dedans. L'autre chose, c'est préparer vos documents. Bruno a fait un excellent travail pour vous expliquer qu'est-ce qui est nécessaire. Revisez-les, assurez-vous que ça soit clair pour accompagner votre courtier. Par rapport sur l'origine, par rapport aux certifications ASEUM, par rapport à qui est l'importateur officiel. Donc, ces informations-là, plus elles sont claires, plus elles nous aident, surtout avec l'acier et l'aluminium, très, très, très important de les détailler. Puis bon, les discussions avec vos acheteurs pour déterminer rôle et responsabilités. Comment on inscrit sur le proforma le 25 qu'on met dans la valeur de la marchandise? Ouais, si vous le mettez dans la valeur parce que vous refilez, si on veut, la facture là, à l'acheteur de l'autre côté, bien, vous devez l'indiquer de façon aussi précise que possible, ce montant de cette surtaxe-là. Un exemple qu'on vous donne, c'est de mettre sur votre facture pro forma un commentaire très visible pour votre courtier qui va préparer tout ce qui est les entrées de douane, mais si jamais la douane vous enquête ensuite pour savoir pourquoi votre valeur en douane varie, mais vous dites duty included. Donc, ça devient extrêmement clair là, que c'est inclus dans votre prix, comme ceci, on peut faire les déductions appropriées. Est-ce qu'il y a des déductions possibles afin de réduire la valeur de la marchandise qu'on va expédier, comme des frais d'ingénierie, des frais de main-d'œuvre ou autres? C'est une question qu'on reçoit assez fréquemment et qui est assez complexe parce que ça va dépendre si ce sont des coûts séparés ou des coûts qui sont directement liés à la fabrication de la marchandise. Dans certaines situations, il est possible d'exclure certains coûts comme des remises commerciales, des frais de transport ou d'assurance s'ils ne sont pas déjà inclus dans la valeur de la marchandise. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas déduire des frais qui ne sont pas inclus dans la valeur de la marchandise. Là, ça va de soi. Mais certains frais comme ceux-ci spécifiques, on peut. Dans d'autres cas, quand c'est des frais qui sont absolument reliés, qui sont nécessaires pour votre production, vous ne pouvez pas les déduire. Si c'est un service séparé, bien là, il ne devrait pas être inclus, ça devrait être à part parce que les services particulièrement là, ne sont pas soumis aux tarifs. Là.
On vous invite toujours à consulter un expert pour bien documenter votre situation. C'est vraiment la clé. Si c'est jamais clair, il y a toujours des ondes de gris à travers tout ça. Donc, on arrive maintenant à la période des questions. Je vois que les gens ont déjà commencé à envoyer quelques questions. Abdul va nous en faire la lecture. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez nous envoyer un email à info@accessintl.com en incluant votre nom, votre email, votre numéro de téléphone, le nom de votre entreprise et la question. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web et cliquer sur Soumission en ligne et faire une demande en remplissant tous les champs et en précisant douane américaine. Et vous pouvez mettre des commentaires également, donc poser une question très spécifique. Donc, comme ça, la question sera acheminée à une personne qui pourra rentrer en communication avec vous. Donc, Abdul, on va procéder avec quelques questions de l'audience. Merci Bruno et Pierre-Marc, c'était très intéressant. Comme vous avez dit, on a beaucoup de questions. J'espère qu'on aura le temps de répondre à tout le monde. Première question. Est-ce que si on envoie des colis qui ont de valeur de moins que 800 $, est-ce qu'on paye toujours des tarifs? L'exemption de minimis, donc quand la valeur est de 800 $ ou moins, elle existe toujours. Là, il y a des travaux qui sont faits au niveau du gouvernement américain pour réévaluer si ça va être maintenu. Quand le gouvernement va essayer de le retirer temporairement, là, ça va créer un chaos dans les aéroports américains. Donc, ils ont décidé de maintenir la mesure pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça va être là, si ça va être réévalué, mais pour l'instant, donc les expéditions de minimis, 800 $ US et moins en valeur, ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir une entrée en douane formelle et le paiement des tarifs douaniers. Merci Pierre-Marc. Une question de Liane. Est-ce que nous pouvons s'inscrire au PMS si nous optons pour ACH débit afin que le paiement passe seulement une fois par mois? Bruno, veux-tu la prendre? Oui, certainement. Donc, que ce soit dans le cas de débit ou crédit, oui, vous pouvez vous inscrire au PMS. Vous allez avoir accès à l'information, mais il faut s'assurer quand même que l'argent, si vous optez l'option où vous devez pousser l'argent à la douane américaine, c'est important que le montant soit là et soit précis selon le rapport que vous allez extraire. Donc, pour ça, vous devez également vous enregistrer au ACE, qui va vous permettre d'aller chercher votre information exacte de toutes les transactions qui sont passées. Je crois que je peux ajouter, je pense que la question, c'est spécifiquement ACH débit. Donc, si vous êtes ACH débit et vous êtes PMS, vous allez recevoir votre relevé de compte le 10e jour du mois, le 10e jour ouvrable du mois suivant, et le paiement va être prélevé dans votre compte le 15e jour ouvrable de ce même mois. Donc, comme l'exemple qu'on a fait tantôt pour les transactions de mars, bien, le paiement, le prélèvement dans votre compte va avoir lieu le 21 avril. Et sur le site du Customs and Border Protection, du CBP, il y a un calendrier de ces dates-là, du 10e et du 15e jour ouvrable pour chaque mois qui est disponible sur le site du CBP. Merci Bruno et Pierre-Marc. Une autre question. Est-ce qu'une facture commerciale en bonne et due forme peut agir à titre de certificat d'origine si cette dernière comprend le pays d'origine? Oui, mais vous devez également préciser dans la description des marchandises si le produit est conforme à l'ACUM ou non. Donc, en ayant l'origine, si c'est un produit canadien, est-ce que vous le certifiez canadien, mexicain ou un produit américain conforme à la CUM? Donc, dans un cas comme ça où c'est un peu nébuleux, je vous suggère d'utiliser un certificat d'origine également sur une blanquette, là, ce qu'on appelle une couverture annuelle de 12 mois. Vous pouvez mettre l'ensemble de vos produits qui se qualifient pour l'ACUM. Donc, nous, ce qu'on fait en bâtissant notre base de données, on va rentrer l'information directement dans nos systèmes et lorsqu'on va avoir des transactions qui comprennent ces produits-là, on va pouvoir aller vérifier s'ils sont sur votre certificat d'origine. Merci. Est-ce que des banques canadiennes offrent le paiement ACH aux douanes américaines? La Banque canadienne, non. La Banque canadienne doit avoir une succursale américaine. Donc, ce n'est pas d'avoir un compte en argent US, ça vous prend un compte d'une succursale américaine. Il y a plusieurs banques canadiennes qui ont des succursales américaines dans lesquelles vous pourrez ouvrir un compte, mais ça va être un compte distinct. Donc, pour le ACH, ça prend absolument une banque avec une succursale américaine, soit une banque canadienne qui a une succursale américaine ou une banque américaine.
Et encore une fois là-dessus, si vous allez voir notre webinaire sur l'ACH, là, on vous donne plusieurs exemples de banques, mais vous pouvez toujours vérifier avec votre banque, savoir s'ils ont une succursale américaine qui va permettre le ACH. Merci Pierre-Marc. Une question un peu plus technique, mais je pense parce qu'on a vu plusieurs questions du même genre posées par notre audience. Si on exporte un produit qui contient 60% d'acier ou d'aluminium, est-ce que le tarif de 25% s'applique sur 100% de la valeur ou sur 60% de la valeur du produit? Pour ce qui est de l'acier et de l'aluminium, donc quand ce sont des produits dérivés, puis là, ce ne sont pas nécessairement tous les produits qui contiennent de l'acier ou de l'aluminium qui vont être précisément visés. Donc, quand on parle des produits d'acier, s'ils sont à l'extérieur du chapitre 73 du Code des douanes, mais à ce moment-là, vous avez l'option de payer le 25% seulement sur la portion qui est en acier. Et pour l'aluminium, c'est si c'est à l'extérieur du chapitre 76, à ce moment-là, vous avez l'option de payer le 25% sur la valeur uniquement de l'aluminium. Donc, c'est important quand vous faites la déclaration de le déclarer de façon précise, donc dire quel produit est visé, c'est quoi le code HS complet de ce produit-là, s'il contient, oui, de l'acier, de l'aluminium, c'est quoi la valeur en dollars US du contenu en acier, le poids du contenu en acier. Vous devez fournir aussi le pays d'origine où l'acier a été fondu et moulé, donc le melt and pour country. Pour l'aluminium, c'est le même concept que vous devez faire. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir payer uniquement le 25% sur la portion qui est en acier ou en aluminium. Si jamais vous ne savez pas le pays Melt and Pour ou Smelt Country pour l'aluminium, Smelt and Cast, et à ce moment-là, on n'aura pas le choix de déclarer le 25% sur l'ensemble de la valeur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu plus complexe là-dedans. On a mis sur notre site Internet un guide spécifiquement pour l'acier et l'aluminium, mais oui, c'est possible pour revenir de payer directement le 25% uniquement sur le contenu en acier et en aluminium pour les produits à l'extérieur des chapitres visés. Lisez bien toutefois la documentation pour vous assurer d'être conforme à ces exigences. Ok, parfait. À partir du 2 avril, est-ce que les produits qui sont inclus dans l'accord Acqueon restent toujours exempts de droits et taxes? Malheureusement, on ne le sait pas. On ne On ne le le sait sait pas. pas. Ça fait partie des grandes questions auxquelles j'aimerais avoir une réponse à vous donner aujourd'hui, mais on ne le sait pas ce qui va arriver le 2 avril. Est-ce qu'il va y avoir des annonces? Les annonces vont être faites le 2 avril et ça va entrer en vigueur le 3, peut-être. Quelles vont être les annonces qui vont être faites? On ne le sait pas. Mais soyez assurés que dès que nous, on aura l'information, on va faire un communiqué spécial. On va également updater le LinkedIn et nous allons reproduire un nouveau webinaire qui va porter sur les nouveaux tarifs, si nouveaux tarifs il y a à partir du 2 avril. Et une question concernant les entrées temporaires. Je sais que les règlements ont changé un peu maintenant. Pour pour des importations temporaires non vendues, un équipement de forage ou n'importe quel équipement avec des outillages articles pour effectuer un projet sont-ils assujettis pour les 25%? C'est une réponse là-dessus, Bruno. J'imagine qu'on parle des TIB. Oui, C'est si assez c'est un. complexe. Oui, vas-y. Ouais. Oui. Au niveau des TIB, oui, si la marchandise s'en va pour réparation du côté américain, s'en va sous garantie, mais elle ne peut pas être louée à une entreprise américaine. Elle peut être louée, mais elle ne peut pas rentrer sur un TIB. Donc, si vous allez effectuer des matériaux du côté c'est-à-dire un projet du côté américain et que vous revenez, ça nous prendrait un petit peu plus d'informations pour pouvoir vous répondre, là, parce qu'il faut savoir si l'ensemble des marchandises vont rentrer, vont ressortir, ou s'il va y avoir une portion de la marchandise qui va rester sur les territoires américains. Dans ce cas-là, il faudra faire une portion TIB, une portion entrée de consommation. Donc, il n'y a pas suffisamment d'informations, mais je vous invite, M. Benjamin, à poser votre question sur la demande de soumission et un expert pourra communiquer avec vous. Et merci. Si dans la même facture, certains produits proviennent d'autres pays, donc Canada et d'autres, est-ce qu'on paye seulement sur les produits canadiens?
Oui, s'il y a plusieurs produits dans une même facture, nous, on analyse ligne par ligne les produits quand on fait l'entrée. Puis l'origine de chaque produit, c'est ce qui va déterminer l'origine, la classification, la valeur. C'est ce qui va déterminer les droits que vous allez payer. Donc, si vous avez un produit qui est canadien et sur la même facture, vous avez un produit qui vient, par exemple, de France et qui n'est pas soumis au même droit, bien, le 25 vous appliquez seulement sur la ligne qui est canadienne et non sur la ligne du produit qui vient de France. Et merci. Est-ce qu'on connaît la date d'application pour les pays qui achètent du pétrole du Venezuela? Il n'y a pas de date d'application qui a été annoncée. Ce que l'ordre exécutif américain dit, c'est que le gouvernement américain peut commencer à appliquer des droits additionnels de 25 à compter du 2 avril. Donc, le plus tôt que ça pourrait arriver, c'est le 2 avril. Donc, pour ce qui est du pétrole du Venezuela, on n'en a pas parlé dans cette présentation, mais ce que l'ordre exécutif américain dit, c'est que tout pays qui importe directement ou indirectement par des tierces parties du pétrole d'origine Venezuela pourrait être frappé par une surtaxe, donc des tarifs de 25 à compter du 2 avril. Ces tarifs-là seraient pour une durée de 1 an après que le pays ait cessé les importations ou plutôt si certaines exigences sont satisfaites. On s'entend que cette mesure vise principalement la Chine, qui a été le plus grand importateur de pétrole du Venezuela, mais il y a d'autres pays qui pourraient potentiellement être touchés, qui ont importé. On parle d'autres pays asiatiques, la Malaisie par exemple. On parle de l'Espagne, la Turquie qui ont aussi été des importateurs. Donc, mais c'est principalement la Chine là, qui a été importateur de pétrole de Venezuela. Donc, répondant à la question, le plus tôt que ça pourrait arriver, c'est le 2 avril. Mais à ce moment-ci, on n'a pas d'indication sur quel pays serait frappé par ce 25 additionnel, ni à compter de quand. Ok, merci. J'ai une question, c'est au cas canadien, mais on peut changer parce qu'on a eu plusieurs commentaires pour les incoterms. Je suis acheteur de produits américains. Si mes termes sont DDP, c'est l'entreprise qui me vend qui doit payer ces tarifs. Donc, on revient à la question de Importer of Record ici. Bruno? Juste préciser un petit peu la question, Abdul, c'est de l'import ou de l'export, là? Ici, c'est de l'import, mais on peut faire à l'envers pour le cas américain. Je Ben, suis acheteur de... dans un cas de Delivered Duty Paid, c'est réellement la personne qui exporte qui devient l'importer of record. Donc, le terme le dit. Livré, dédouané, payé. Donc, si c'est le cas d'un Américain qui envoie de la marchandise au Canada, il y aura un tarif du côté canadien et c'est un DDP, ben, ce sera l'Américain qui deviendra l'importer of record au Canada et comme non-resident importer. Merci beaucoup, Bruno et Pierre-Marc. On a encore beaucoup de questions, mais c'est vraiment très spécifique, c'est vraiment très cas par cas. Donc, on vous conseille de nous contacter directement pour vous préciser ou vous conseiller. Euh, Pierre-Marc, Bruno, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, mais je pense que si tu as d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions qu'on peut prendre. J'en vois une ici, par exemple. On me demande, les gens qui lèvent la main, vous devez l'écrire dans le QNR ou QNA. Donc, on me demande comment savoir si mon produit correspond aux exigences de la CEUM. La CEUM a des règles d'origine. Dans certains cas, c'est assez simple. Donc, quand c'est un produit euh, qui a entièrement poussé au Canada. Donc, supposons un arbre, par exemple, qui a poussé sur le territoire canadien, mais c'est assez simple de savoir que c'est un produit canadien. Un animal qui est né, qui a grandi au Canada, ça aussi, c'est simple. Dans d'autres cas, il faut regarder de façon plus spécifique en fonction des règles qui sont mises en place pour ce qui est les règles d'origine. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi le pourcentage de matière et de production qui est en provenance du Canada? Est-ce qu'il y a eu une transformation substantielle du produit qui a provoqué un changement de classification? Donc, ce sont des règles qu'on va regarder pour identifier si votre produit correspond aux exigences de l'accord pour être certifié comme un produit canadien. Et selon la catégorie de produit, ça peut aussi varier. Il y a des règles spécifiques, par exemple, à l'automobile, là, pour qu'il soit Chacun dans des, chacun des chapitres du livre de douane HS
comportent des règles d'origine différentes selon le chapitre. Donc, c'est important de connaître les règles d'origine et les notes explicatives également qui en font partie. Il y a une question ici. Là, nous avons un client avec qui nous avons pris une entente de dédouaner le matériel via Access pour eux. Donc, nous payons les droits et le courtage, mais ils sont consignés et importateurs et responsables du transport. Qui va payer le tarif? Ben, dans la question, vous dites que vous allez payer les droits et le courtage, donc vous devenez l'importateur de record. Donc, c'est vous qui allez payer, devoir payer le tarif de 25 %. Donc, Abdoul, tu dis, ça fait le tour des questions. Écoutez, on va passer à la prochaine diapositive à ce moment-là. Donc, avant de vous laisser, je sais qu'on a partagé beaucoup d'informations. Vous allez recevoir, comme Bruno a dit, une copie de la présentation. Vous allez pouvoir retrouver les liens dont on vous a parlé. Sur notre site, vous allez trouver aussi des guides et des documents qu'on vous a présentés. Puis, on a développé les capsules vidéo pour ACH, PMS. On vous invite à les consulter et c'est tout à fait gratuit. Donc, Bruno va vous faire la conclusion, mais je vous remercie beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux à participer à ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons probablement en faire d'autres dans les prochaines semaines en fonction de ce qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce qui s'en vient, mais on va vous tenir informés sur les derniers développements au niveau de la douane américaine. Bruno, je te laisse faire la conclusion. Merci beaucoup. Bon, on est arrivé à la fin de la présentation. Je vous remercie également pour votre écoute, vos questions. Vous savez qu'Access offre depuis maintenant plus de 20 ans des services de transport international, de courtage en douane canadien-américain, de consultation, encore plus encore, le service de courrier, assurance de marchandises en transit et tout. Là. Donc, ce que j'aimerais préciser également, c'est les gens qui ne sont pas présentement inscrits à notre infolette, vous pouvez aller sur notre site web et vous inscrire. Donc, chaque communiqué spécial qu'on va émettre, vous allez les recevoir automatiquement. Et une fois semaine, vous allez recevoir notre infolette hebdomadaire, ce qui est très important là, avec tous les changements qui se passent présentement. Donc, allez visiter le site web, appelez-nous pour en savoir plus, utilisez la demande de soumission sur notre site web pour poser des questions spécifiques. Soyez assurés que quelqu'un va vous rappeler. Je vous rappelle également le webinaire du 31 mars pour l'aspect canadien des tarifs. Donc, j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Et au nom de toute l'équipe Access, je vous remercie de votre participation et au plaisir de vous revoir bientôt.